Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le doute s'installe à droite. La candidature de François Fillon est en sursis. Le parquet financier va entendre ses enfants alors que ses soutiens crient toujours au complot, parlant d'un cabinet noir qui serait à la manœuvre. On en parle avec Maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon. Il est notre invité. Benoît Hamon reçu par François Hollande, une rencontre passage de témoins pour se tourner vers l'avenir. Selon les mots du candidat PS à la présidentielle, poussé par les sondages, il peut désormais espérer faire jeu égal avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le débat à suivre. Comment aider les victimes de violences sexuelles à parler? La question a été débattue ce matin en séance au Sénat. Chaque année, 84 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol et seulement 10% d'entre elles portent plainte. Les condamnations restent rares. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tra Nuit en direct de la salle des conférences. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, c'est un fléau qui touche 51% de la population. Les violences sexuelles sont pourtant un sujet tabou. Comment libérer la parole de ces femmes victimes de violences? Des parlementaires plaident pour un allongement du délai de prescription pénale. Flora Sauvage. Dans l'hémicycle du Sénat, la question des violences sexuelles n'attire pas foule ce matin. On ne peut que remarquer que les intervenants sur le sujet sont exclusivement des femmes, comme si ce sujet ne concernait pas les hommes. Car sur les 85 000 viols qui ont lieu chaque année en France, la moitié touche des jeunes femmes de moins de 18 ans. Mais en ce qui concerne les hommes, les 3/4 des viols ont lieu lorsqu'ils sont mineurs. La première des choses pour lutter contre les violences sexuelles faites aux mineurs, c'est d'abord d'admettre l'idée que la famille ou les institutions dans lesquelles les parents ont confiance ne sont pas forcément des lieux bienveillants, puisque l'immense majorité des viols commis sur des mineurs ont lieu dans la sphère familiale, par des amis, des proches ou dans des institutions de confiance. Autre difficulté, la honte qui pèse sur les victimes. C'est un tabou de parler d'avoir été violé, agressé sexuellement, parce que on est dans la culture du viol. On considère qu'on est responsable parce qu'on était glamour, qu'on était avec une mini-jupe et qu'on ne s'est pas assez battu, etc. Et pour lutter contre les violences sexuelles, le gouvernement a lancé une réflexion sur les délais de prescription. À l'heure actuelle, une victime a 20 ans pour porter plainte contre son agresseur. Passé ce délai, elle ne peut plus aller en justice. Dans le reste de l'actualité au Sénat, un rapport préconise un recentrage des missions de la préfecture de police de Paris. Cette institution vieille de plus de 200 ans est un cas à part qui doit être repensé. Explication Mounir Soussi. Comment mieux affecter les 27 000 policiers de la préfecture de police de Paris? Car aujourd'hui, elle cumule les attributions. Un rapport remis à la commission des finances du Sénat encourage l'institution à céder ses compétences en matière de police judiciaire et de renseignement aux services concernés pour une clarification des missions. Ce que je préconise, c'est que la préfecture de police se recentre et s'occupe de ses fonctions essentielles, c'est-à-dire la protection de la capitale et la police d'agglomération. Je considère qu'elle doit se concentrer sur ses missions essentielles et d'autre part adapter son territoire au nouveau territoire de la métropole parisienne. L'idée est d'étendre le champ d'action des agents de la préfecture de police au territoire de la métropole du Grand Paris et de donner plus de pouvoir à la mairie de la capitale avec la création d'une police municipale solide. Le rapport met aussi l'accent sur le déficit d'entretien des locaux et le mal-être de ces policiers qui en majorité demandent leur mutation au bout de 5 ans, dès la fin de leur durée minimale d'affectation. Et autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est le rapport de la Commission des finances sur le transfert des archives nationales. Le site de Fontainebleau n'est plus sécurisé, pose des problèmes de sécurité, de salubrité. Écoutez le sénateur socialiste Vincent Eblé, pour qui il faut regrouper les archives sur le site de Pierrefitte. Sur scène, il est au micro d'Héloïse Grégoire. Nous sommes devant une situation difficile en raison des désordres sur les bâtiments des Archives nationales qui existent à Fontainebleau. La conclusion du rapport de la Cour des comptes est qu'il faut transférer l'ensemble des fonds d'archives
presque 100 km d'archives, c'est 90 km linéaires d'archives conservées à Fontainebleau. On peut stocker les réserves de Fontainebleau à Pierrefitte, mais si on le fait, je dirais, ce bâtiment récent perd toute capacité réceptive. Aujourd'hui, les archives nationales, c'est 17 km par an de stockage supplémentaire. C'est une bonne chose, ça n'est pas de gaieté de cœur que l'on tire un trait sur le site de Fontainebleau. Et je vous propose à présent de revenir sur le débat qui s'est tenu ce matin dans l'hémicycle du Sénat sur les violences sexuelles et l'aide aux victimes. Les extraits sélectionnés par Alexandre Poussard. Notre société continue de méconnaître la réalité des violences sexuelles, leur fréquence, la gravité de leur impact, et de les reléguer dans la catégorie faits divers. Cette méconnaissance participe à la non-reconnaissance des victimes et à leur abandon, sans protection ni soins. Ce système organisant le déni et la mise en cause des victimes elles-mêmes qui auraient provoqué le viol ou l'agression sexuelle par leur comportement a un nom. Ça s'appelle la culture du viol. Une société où une part conséquente de la population estime que forcer sa conjointe ou sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu'elle le refuse et ne se laisse pas faire n'est pas un viol. Ou que forcer une personne à faire une fellation alors qu'elle le refuse et ne se laisse pas faire n'est pas un viol. Ou encore qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu entre guillemets. Est une société où les victimes de violences sexuelles, révélant ce qu'elles ont subi, courent le risque d'être mises en cause et maltraitées. Comment entendre d'elles qu'elles parlent? Or, céder, faut-il le rappeler, n'est pas consentir. Maintes contraintes physiques, morales ou économiques peuvent permettre à une personne d'imposer des actes ou des comportements sexuels à une autre qui ne les veut pas, mais les subira sans mot dire ni s'opposer. La vision stéréotypée des violences sexuelles, parasitée par la culture du viol que je mets entre guillemets, n'est pas seulement le fait des hommes. Elle est aussi partagée par beaucoup de femmes. Et ce n'est pas l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels qui en viendra à bout, mais une lutte de tous les instants contre cette culture-là. Premier objectif, encourager les victimes à parler pour les aider à sortir plus tôt de leur traumatisme. 72% des Français et des Françaises estiment que les victimes de viol ne sont pas bien soignées. 83% des victimes de violences sexuelles déclarent n'avoir reçu aucune protection. 78% n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge en urgence. Un tiers n'a pas pu trouver de psychiatre ou de psychothérapeute dûment formés. Plus de 2 Français et Françaises sur 3 jugent impossible de se remettre d'un viol. Début janvier, l'Académie des Césars a annoncé en grande pompe sur Twitter que le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, 83 ans, présiderait la 43e cérémonie des Césars, le 24 février prochain. L'industrie du spectacle, qui n'aime rien tant que les anniversaires, choisissait Roman Polanski, pile 40 ans après les accusations de viol sur une jeune fille de 13 ans qu'il avait poussée à fuir les États-Unis, peu après s'être déclaré coupable de rapports sexuels illégaux. Depuis, et sous la pression des associations féministes, le réalisateur, dont personne ici ne nie le talent, a décidé de renoncer. Dans cette affaire, rappelons-nous que Frédéric Mitterrand, lorsqu'il était ministre de la Culture en 2009, avait eu ces mots terribles. « Si le monde de la culture ne soutenait pas Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. » Ce à quoi l'on pourrait rétorquer que si le monde de la culture absout ses agresseurs sans nuance ni scrupule, au prétexte qu'ils débordent de talent, alors comment la société peut-elle espérer que les victimes
devant de telles amnisties, libèrent leur parole. Je vous rappelle qu'à l'âge adulte, un viol sur 2 serait un viol conjugal. Seuls 18% des viols de personnes majeures seraient causés par un inconnu. Ces agressions sont lourdes de conséquences sur la santé des victimes. Elles affectent leur santé mentale et leur santé physique. Un rapport a démontré que 96% des victimes agressées dans l'enfance ont des conséquences sur leur santé. Ce rapport dresse une longue litanie des pathologies somatiques associées aux violences sexuelles. En touchant à l'âme des victimes, les agresseurs font aussi des ravages dans leur corps. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'avoir subi de tels faits serait un facteur de risque, parfois plusieurs décennies après, de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, endocrines, auto-immunes, neurologiques, de problèmes de sommeil et de douleurs chroniques, voire d'atteintes épigénétiques qui peuvent être transmises à la descendance des victimes. Je veux dénoncer ici un premier obstacle qui empêche les femmes victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle de parler. Et c'est vrai d'ailleurs pour toutes les violences. C'est la honte, la culpabilité de ne pas avoir réagi, de devoir affronter incompréhension et jugement réprobateur. En cela, l'expertise de Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue, sur le concept de mémoire traumatique peut nous être utile. Les victimes de violences sexuelles majeures ou mineures sont en état de sidération, ce qui empêche toute action. Et je pense bien évidemment ici à Jacqueline Sauvage, pour qui cette dimension n'a été que trop peu prise en compte. Les travaux de Muriel Salmona démontrent également que les violences sexuelles augmentent fortement les risques de détresse psychologique et de symptômes liés à un état de stress post-traumatique. Elles font partie, avec la torture et les situations de massacre, des violences les plus traumatisantes. Muriel Salmona propose la mise en place d'un plan Marshall en santé publique pour former les professionnels de la santé et créer des centres de soins pluridisciplinaires de prise en charge des victimes de violences sexuelles, ce que je soutiens totalement. Il faut en finir avec cette présomption de responsabilité des victimes, le fameux « elle l'a bien cherché, elle n'a pas vraiment dit non », qui pèse systématiquement sur les femmes et jamais sur l'agresseur. Il faut inverser la culpabilité et mettre un terme à cette forme de tolérance sociale des agressions sexuelles. Pour reprendre le slogan de l'association Oser le féminisme, la honte doit changer de camp. Le second obstacle est le traitement des violences faites aux femmes et singulièrement des violences sexuelles par la justice. Comment ne pas dénoncer la longueur des procédures judiciaires? Comment ne pas dénoncer le fait que la parole des femmes est remise en cause et que les faits sont le plus souvent minimisés? Comment ne pas dénoncer que le service public de la justice est défaillant? Une femme ne peut pas se reconstruire si la justice n'a pas condamné son agresseur et si la justice n'a pas reconnu pour elle le statut de victime. Deuxième élément juridique, c'est mon dada, vous le savez, c'est la question des délais de prescription. On a eu maintes fois ce débat dans cet hémicycle avec des succès extrêmement variables. Mais depuis 2013, c'est un débat que nous avions porté avec Muguette Dini, puisque les délais de prescription ne sont pas du tout en adéquation avec la réalité médicale et notamment ce problème d'amnésie post-traumatique. Or, il est bien dommage que la proposition de loi sur l'allongement des délais de prescription, qui comporte des bonnes choses, puisqu'il y a un doublement des délais de prescription sur les crimes et délits, mais il est bien dommage que cette proposition de loi, qui sera probablement votée le 7 février prochain, ne fasse plus aucune distinction sur les cas de violences sexuelles entre mineurs et majeurs, comme si finalement ça n'avait pas beaucoup d'importance et que ça n'était pas plus grave quand on est mineur ou quand on est majeur. Et je trouve ça extrêmement regrettable. J'espère que nous aurons l'occasion de réouvrir ce débat. Pour que ces situations d'agression sexuelle ne se reproduisent plus à une telle fréquence, il est indispensable à la fois d'entendre les victimes, mais de faire une prévention massive et plus énergique. La formation de tous les professionnels, quels qu'ils soient, est perfectible. Le texte le prévoit au niveau éducatif. Dans les SP, des modules de formation existent. Madame la ministre, vous pourrez nous rassurer sur leur effectivité. Dans le domaine médical et judiciaire ou social, un certain nombre de personnes devraient être mieux protégées. Chantal Jouanneau a expliqué les limites de texte que nous avons voté en 2015 et il peut être utile de revenir sur ce point.
Quelles solutions apporter pour combattre la peur aussi de certains médecins qui, eux, vont être dans une position extrêmement délicate et qui vont peut-être ne pas se sentir soutenus par une chaîne qu'ils ne maîtrisent pas toujours? Comment limiter leurs craintes face à des poursuites judiciaires contre eux? Comment aider les victimes à ne pas redouter, il y a encore un cas hier, d'être attaqués en diffamation lorsqu'il ou elle révèle des faits qui ont été avérés? La présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Danielle Bousquet, rappelle d'ailleurs qu'en la matière, des progrès indiscutables ont été faits, mais il faudrait aller plus loin en s'inspirant de l'expérience de la cellule d'accueil d'urgence des victimes d'agression du CHU de Bordeaux, à laquelle les victimes peuvent accéder directement, c'est-à-dire sans dépôt de plainte préalable. Du coup, parce qu'elles sont mieux accompagnées, les victimes portent davantage plainte, jusqu'à 3 fois plus. Cet accompagnement existe déjà au Québec, à travers ce qu'on appelle des centres désignés, qui prennent en charge les victimes souvent dans un cadre hospitalier. Ces établissements offrent différents services d'aide médicale et psychologique, assurés par une équipe d'intervenants sociaux, de médecins et d'infirmières, aux personnes victimes d'agressions sexuelles. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la victime y rencontre tout de suite une équipe de professionnels formés pour intervenir et la soutenir dans ses démarches. Ce dispositif est complété par les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, dont la mission est de venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles, particulièrement dans l'accompagnement durant tout le processus judiciaire, si celles-ci décident de déposer plainte. Poser les bonnes questions aux victimes, offrir un cadre d'écoute qui les aide à trouver les mots, leur rappeler qu'elles ne sont en rien responsables ou coupables de ce qu'elles ont subi, c'est le préalable indispensable pour libérer la parole. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de la formation des professionnels une priorité du 4e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, le plan 2013-2016. Cet enjeu de formation s'est traduit concrètement par la création de plusieurs outils élaborés par la MIPROF. 300 000 professionnels ont ainsi été formés depuis 2014. Concrètement, des fiches réflexes sur l'audition des victimes de violences sont à disposition des forces de police et de gendarmerie. 500 urgentistes référents violences spécifiquement formés ont été désignés dans les hôpitaux, dans les services des urgences. La MIPROF a réalisé un kit de formation ainsi qu'un kit de constatation en urgence disponible dans les centres hospitaliers. Les magistrats peuvent suivre un stage de 3 jours en formation continue à l'École nationale de la magistrature. Des modèles de certificats médicaux ont été élaborés en lien avec le Conseil de l'Ordre des médecins, mis en ligne sur le site internet de la MIPROF. Ces certificats médicaux constituent des éléments de preuve obligatoires pour engager une action judiciaire ou permettre aux femmes de bénéficier d'une ordonnance de protection et, le cas échéant, d'un téléphone grave danger. Cette dynamique vertueuse est poursuivie et amplifiée à la faveur du 5e plan, que j'ai présenté au mois de novembre. Ces actions de formation sont étendues à d'autres métiers dans le cadre d'une coopération renforcée de l'ensemble des actrices et des acteurs. Je pense par exemple aux sapeurs-pompiers, mais à tous les acteurs du champ social, judiciaire, éducation et sécurité. Je présenterai le 1er mars prochain le 1er plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui n'a pour l'instant jamais été élaboré avec la même démarche pluridisciplinaire, plurinstitutionnelle, repérage, formation, accompagnement et accompagnement judiciaire également. L'idée de ce plan, que je ne dévoilerai pas aujourd'hui totalement devant vous, c'est à la fois de rendre visible et de mieux comprendre les mécanismes des violences, sensibiliser et prévenir par la promotion du soutien à la parentalité et de l'éducation bienveillante. Et à cet instant, je dois dire une fois de plus, ça a été évoqué je crois tout à l'heure par Michel Meunier, à quel point lorsque une partie des sénateurs a jugé bon de saisir le Conseil constitutionnel pour faire censurer, pour des raisons de procédure, l'amendement adopté ici à l'Assemblée nationale et définissant l'exercice de l'autorité parentale comme devant se réaliser sans recours aux punitions corporelles, à quel point cette saisine du Conseil constitutionnel est un mauvais coup à la prévention de la maltraitance faite aux enfants. Je ne crois pas qu'il existe un droit à frapper les enfants.
Et Natacha Regensberg-Andréis, médecin, membre de l'association Stop aux violences sexuelles, est notre invitée. Elle répond aux questions de Saveria Rejec. Le face-à-face, c'est tout de suite. Natacha Regensberg-Andréis, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médecin généraliste, spécialiste des violences sexuelles. Un débat, donc on vient de voir, a eu lieu ce matin au Sénat. Pour vous, les politiques ne sont pas assez mobilisés sur ce sujet, sur cette lutte ? Je pense que nous commençons à nous occuper de ce problème, et ce parce que les répercussions commencent maintenant à apparaître. Et cette sensibilisation, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde médical, même si elle en est encore à ses débuts, elle a le mérite d'exister. Donc je ne peux que féliciter les politiques qui s'en occupent. On en est encore au début. Oui, on n'en est encore qu'au début de la prise en charge, de la détection et du traitement des violences sexuelles. Alors justement, cette prévention des violences sexuelles, pour vous, c'est le volet majeur de la lutte, la prévention ? En fait, la prévention, c'est comme dans toutes les maladies. C'est ce qui permet d'éviter d'une part l'infection et puis ensuite la contagion. Donc en effet, cette prévention, elle est primordiale, et elle est primordiale dès le plus jeune âge, dès même peut-être la conception de l'enfant. Savoir mettre des limites, connaître un cadre de référence qui ensuite soit conforté, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit quand on va chez le médecin. Il s'agit d'un travail qui se met en place tout au long de la vie et qui ne doit pas s'interrompre, justement pour éviter ces violences et tout ce qu'elles peuvent engendrer. Alors l'autre volet également, c'est la formation des médecins face à ces violences sexuelles. Il y a urgence, selon vous, sur la formation des médecins. Les spécialistes ne sont pas assez formés aujourd'hui ? Il s'agit même pas de la formation de certains groupes de médecins. Nous ne sommes pas formés suffisamment sur les violences sexuelles. Nous ne sommes pas formés pendant nos études. Nous sommes très peu. Il s'agit d'un cours qui vraiment dure peu de temps, qui généralement d'ailleurs est plutôt dirigé sur les violences sexuelles aux mineurs ou aux personnes en état de vulnérabilité. Notre formation ensuite se fait un petit peu sur le tas. Donc non, nous ne sommes absolument pas formés, sachant que nous sommes souvent en première ligne, puisque nous recevons la parole des patients, qu'elle soit spontanée ou qu'on aille la chercher par nos questions. Et quand vous alertez le gouvernement sur ces questions, quelle est leur réponse ? La réponse, en fait, il y a des réponses. La réponse, la plus souvent, c'est on s'en occupe, il y a déjà beaucoup de choses de faites. Soit à quoi je réponds, oui, c'est vrai, mais il faut faire encore beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que nous avons des propositions concrètes qui sont notamment la prise en charge des soins. Et quand je dis des soins, il ne s'agit pas simplement des soins psychiatriques, que ce soit une détection qui soit beaucoup plus habituelle et qui nous soit inculquée pendant nos études de médecine, que ce soit au niveau de l'éducation également, des précautions qui soient prises, une formation du corps enseignant. Alors justement, vous réclamez une prise en charge, un accès aux soins pour toutes les victimes avec une prise en charge par la sécurité sociale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, actuellement, les victimes de sévices sexuels, lorsqu'il s'agit notamment de mineurs, peuvent être pris en charge au titre de l'ALD sur un plan psychiatrique. Or, il s'avère que tout d'abord, je ne suis pas persuadée, moi, qu'être victime de violences sexuelles soit une pathologie psychiatrique, même si ça entraîne en effet des répercussions. Et ensuite, il existe également tout un cortège de symptômes de pathologies physiques qui doivent aussi pouvoir être pris en charge. Alors, l'accès aux soins, il concerne également les auteurs. Des auteurs qui sont eux-mêmes parfois des victimes. Eux-mêmes ne sont pas traités suffisamment ? Alors là encore, nous n'avons pas l'habitude, je crois, de poser la question. Et dans certains cas, on a même tendance à ne pas vouloir chercher cette excuse aux auteurs. Alors qu'il se trouve qu'en effet, la plupart des auteurs sont eux-mêmes victimes, de la même façon que certaines victimes, en n'allant pas dans des crimes de gravité, mais peuvent parfois reproduire certains comportements. Donc oui, leur prise en charge est nécessaire, en sachant que là encore, il y a des cas de figure très différents. Tout le monde n'est pas un pervers, tout le monde n'est pas un psychopathe, tout le monde, etc. Mais oui, cette prise en charge est aussi nécessaire, notamment pour éviter la récidive. Et de la même manière, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire les auteurs sont pris en charge uniquement s'ils sont condamnés par la justice et qu'il y a donc un suivi socio-judiciaire, mais sinon, non, il n'y a pas de prise en charge. Alors, il y a une prise en charge à leur demande. Mais là encore, nous sommes en France souvent dans une atmosphère où s'il n'y a pas de demande du patient,
en psychiatrie notamment, on ne le traite pas. Or là, la demande, elle peut prendre des voies très détournées. Parfois, il faut savoir la susciter également. Et donc, je pense qu'on ne peut pas, en effet, se contenter d'attendre la demande ou une injonction de soins dont la surveillance n'est pas toujours, malheureusement, extrêmement facile. Donc, que demandez-vous, qu'exigez-vous de la part des pouvoirs publics précisément, justement, pour améliorer cette prise en charge? Alors, je ne vais pas exiger, je vais plutôt demander. Et je vais demander parce qu'on travaille ensemble et que c'est vraiment un problème de santé publique. Je voudrais que ce problème soit pris en compte à sa juste mesure, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les répercussions socio-économiques, professionnelles, médicales que ça entraîne, qu'on facilite la parole, en effet, des patients, qu'on propose des prises en charge qui soient des prises en charge réfléchies et non pas simplement des thérapies dont on sait qu'elles n'ont pas obligatoirement une efficacité, que ce soit une prise en charge pluridisciplinaire, ce qui apparaît maintenant nécessaire puisque il s'agit de l'ensemble de la vie de la personne, donc de l'ensemble de ses organes qui sont touchés, et que cette prise en charge pluridisciplinaire soit prise au titre en effet d'une ALD ou en tout cas remboursée correctement, ce qui n'est pas le cas actuellement, qu'il y ait une prise en charge également, une prise en compte des auteurs, et que ce problème soit traité dans notre société et pas uniquement non plus d'ailleurs laissé aux médecins, mais comme un fait de société. Vous parlez de libérer la parole, c'est vraiment aux médecins d'aider les victimes? Je pense que la place du médecin est primordiale. Je crois qu'en médecine, si on ne pose pas la bonne question, on n'a pas la bonne réponse. Donc, il me semble vraiment très important de poser cette question des violences sexuelles quand on voit un patient, en sachant que parfois la réponse sera immédiate, parfois elle sera extrêmement retardée, des années plus tard. Mais en tout cas, en posant cette question, on montre qu'on est apte à recevoir la réponse. Et donc, à former ensuite un projet de soins avec le patient. Et aujourd'hui, vous, vos collègues médecins, vous sentez démunis justement face à ce phénomène? Je pense que nous apprenons énormément par nos patients, au moins autant que par nos maîtres. Je suis arrivée moi-même dans le domaine des violences sexuelles par le biais de la prise en charge des douleurs chroniques. C'est par mes patients que j'ai appris, en me rendant compte en effet que dans ces douleurs chroniques, un nombre absolument incroyable de patients avaient été victimes ou étaient toujours victimes de violences sexuelles. Je pense qu'on a besoin de rassurer les médecins. D'une part, en nous apprenant, parce que le savoir c'est quand même ce qui nous protège, d'autre part en nous expliquant comment correctement prendre en charge les patients, parce qu'un médecin ne posera pas la question s'il ne sait pas quoi faire de la réponse. Justement, est-ce qu'il y a des signaux qui permettent aux médecins de détecter absolument s'il s'est passé quelque chose? Alors déjà, il y a la question, comme je vous l'ai dit, ensuite il y a des signaux, que ce soit des troubles physiques, que ce soit des troubles psychologiques, que ce soit la répétition également de ceux-ci, qui doivent amener à poser ces questions. Très bien, très bien. Merci beaucoup Natacha Rejden-Falk-d'Andrés, merci beaucoup. Merci beaucoup, Saveria. Il est bientôt 15h30 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Le doute s'installe à droite. La candidature de François Fillon est en sursis. Le parquet financier va entendre ses enfants, alors que ses soutiens crient toujours au complot, parlant d'un cabinet noir qui serait à la manœuvre. On en parle avec maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon. Il est notre invité. Benoît Hamon reçu par François Hollande. Une rencontre pour se tourner vers l'avenir, selon les mots du candidat PS à la présidentielle. Poussé par les sondages, il peut désormais espérer faire jeu égal avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le débat à suivre. Je vous le disais à l'instant, Benoît Hamon à l'Elysée, le vainqueur de la primaire PS a été reçu par le chef de l'État. Pas vraiment un soutien officiel, mais plutôt l'occasion d'aborder les questions de défense et de politique internationale. Sophie Normand-Couturier. Alors on va voir ce service minimum ce matin pour François Hollande qui recevait Benoît Hamon à la demande de ce dernier. Un face-à-face d'une heure où officiellement il n'aura pas été question des désaccords qui opposent les deux hommes, mais d'Europe et de Trump aussi. C'est seul que le candidat socialiste à la présidentielle se rend ensuite devant les journalistes pour déclarer que l'essentiel c'est l'avenir, même s'il reconnaît des acquis. J'ai proposé un cap, ce cap je le maintiens, je l'enrichirai évidemment des contributions de toutes celles et ceux qui s'impliquent aujourd'hui derrière moi, et je n'ai jamais été fermé à ces discussions, mais le cap il a été donné. C'est pas parce que la primaire est terminée que les transitions que j'ai évoquées se sont elles interrompues avec la primaire. C'est un délicat jeu d'équilibriste auquel s'adonne Benoît Hamon pour rassembler la gauche. D'un côté, donner des gages à ceux qui l'enjoignent à défendre le bilan du quinquennat, de l'autre, tendre la main à la gauche radicale. En somme, amender son projet sans se renier
et la tâche est difficile. Une vingtaine de parlementaires issus du pôle des réformateurs se sont déjà mis en retrait de la campagne pour divergences idéologiques, quand Jean-Luc Mélenchon, de son côté, met en garde Benoît Hamon. On ne peut pas gouverner un grand pays avec des équipes de briques et de broc. Les uns contre les autres pendant des années, tout soudain se retrouvant et s'embrassant sur la bouche. Entre la vague dégagiste et le sauvetage de l'ancien monde, choisissez. Dès le soir de sa victoire, c'est bien vers les candidats de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts que Benoît Hamon s'est tourné. Mais il ne pourra pas faire l'économie de gestes d'ouverture en direction de la droite du PS, au risque de la voir fuir vers Emmanuel Macron. Et on commence notre multiplex avec Tam Tranier qui nous attend en direct de la salle des conférences. Première invitée de l'après-midi, Tam, la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann, c'est à vous. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, donc ce matin, Benoît Hamon a donc rencontré François Hollande, une rencontre un peu baroque sur le papier entre l'ancien ministre frondeur et le président de la République. C'est difficile de réchauffer la relation entre les deux ? La relation humaine, je ne crois pas, parce que d'abord, François Hollande est quelqu'un de sympathique dans la relation avec les gens, et puis ils se connaissent depuis très très longtemps. Donc, du point de vue de l'échange, a dû être assez franc, net, sans ni tension excessive, ni voilà. Donc, je pense que humainement, ça s'est bien passé. Je pense que pour autant, aucun des deux n'a dû changer radicalement de position, et c'est d'ailleurs normal. Je pense que Benoît Hamon lui expliquait que pour lui, l'essentiel n'était pas le bilan, mais de nous projeter collectivement vers l'avenir et qu'il y a des sujets importants que le président de la République a d'ailleurs en charge. Comment on va créer un rapport de force pour que l'accord de Paris ne soit pas remis en cause avec M. Trump, parce qu'il y a aussi des choses d'actualité. Hein. Donc voilà, donc je pense que ça a dû se passer correctement sans modifier radicalement la donne politique. Oui, en tout cas, pas de soutien de François Hollande, mais vous ne l'attendiez pas ? Non, d'abord, je pense que si le président de la République a décidé de soutenir quelqu'un, il ne va pas le faire à l'occasion d'une entrevue. Il prendra une méthode pour affirmer son point de vue. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il était préférable pour lui, pour la France, pour la fonction, qu'il ne prenne pas position à partir du moment où il n'était pas candidat, que par contre, il exprime des inquiétudes, des avertissements, par exemple, sur les risques de la dérive de l'extrême droite, sur la remise en cause de notre modèle social. Mais vous aurez compris que ce n'est pas des risque du côté de Benoît Hamon. Est-ce que Benoît Hamon doit jouer l'apaisement avec le centre-gauche selon vous ? Moi, je pense que ce n'est pas une question d'apaiser, là, une question de prolonger la dynamique unitaire qu'il a engagée. On voit bien qu'il y a des tas de gens qui sont contents que le PS ait désigné un candidat qui incarne le renouveau, qui incarne une alternative à ce que nous considérons être des dérives du précédent quinquennat, qui sont aussi capables d'être objectifs par rapport à ce bilan. Évidemment, il y a des points positifs. Mais en tout cas, l'important, c'est la dynamique unitaire et ce n'est pas l'apaisement. Non. Alors, il faut qu'on travaille ensemble sur une plateforme, si possible qui rassemble les forces de gauche, écologistes, communistes, proches de Jean-Luc Mélenchon, voire Jean-Luc Mélenchon, et puis dans lequel, évidemment, première étape, les camarades du PS, dans leur grande diversité, apportent quelque chose. Mais ce n'est pas une remise en cause du cap. Parce que là, on ne comprendrait pas. Il y a une primaire, il y a des grandes orientations, le fameux futur désirable, et puis après, évidemment, l'immédiat, la plateforme législative, elle doit entendre chacun qui a à faire prévaloir des points de vue pour qu'on trouve le bon équilibre. Mais la direction, elle, ne peut pas changer. Craignez-vous que le mouvement des réformateurs s'étende, qu'il puisse y avoir une hémorragie vers Emmanuel Macron si Benoît Hamon poursuit son projet que ces réformateurs qualifient de gauche radicalisée ? Oui, enfin, il faut dire que c'est pas dur d'être radicalisé avec eux, qui sont favorables à des mesures très proches de celles de la droite dans certains cas. Là, je ne mets pas Manuel Valls dans ce cadre-là, qui a été d'une clarté, même si je ne suis pas d'accord toujours avec Manuel, il était d'une grande clarté, sa famille, c'est la gauche, et il n'en déviera pas. En revanche, il n'y a pas grand monde qui a tenté d'aller voir Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans les temps actuels, il semble plutôt à rajouter dans son basculement vers la droite que de manifester un grand attachement au centre-gauche. Donc, pour ma part, non, je crois que la question n'est pas là. La question, c'est celle du rassemblement, et pas simplement du rassemblement des appareils. D'ailleurs, je pense que Benoît Hamon ne va pas passer son temps à avoir que des réunions, des rencontres. Il va repartir sur le terrain très très vite, parce qu'il y a besoin de créer une dynamique avec les Français. Tous ces hommes et ces femmes qui ne s'intéressent plus à la politique, et quand on voit ce qui se passe avec les affaires, on peut comprendre. Donc, il faut leur donner envie d'être partie prenante de ce renouveau, de cette nouvelle gauche, et
pour répondre aussi à leurs problèmes quotidiens. Donc voilà, donc moi je crois que c'est le mouvement qui crée l'unité aussi. On observe en tout cas une forte remontée dans les sondages de Benoît Hamon, juste derrière Emmanuel Macron. Oui, mais de la même manière que quand les sondages sont pas bons, on dit, écoutez, faut pas se laisser aveugler par les sondages. De la même manière, quand ils sont meilleurs, mais pas encore optimales, il faut pas non plus faire une euphorie. Une campagne, c'est un combat. Faut convaincre, faut entraîner, faut mettre les Français en partie prenante de cette campagne et notamment les Français de gauche. Faut rassembler son camp, faut parler aux autres. Voilà. Donc plus que les sondages, c'est cette dynamique qui s'est amorcée avec les primaires qu'il faut maintenant prolonger. Un dernier mot sur l'affaire Fillon qui attaque la gauche, qui estime que c'est un coup d'État institutionnel fait par la gauche. Le pouvoir, ce matin même Bernard Debré parlait de Jean-Louis Nadal. Oui, enfin, vous savez, je pense que c'est pas une bonne défense parce que nous sommes dans une stratégie où quand vous n'avez plus autre chose à faire qu'à dire que vous êtes victime d'un complot, c'est qu'en général, votre défense n'est pas très convaincante. Je pense qu'en plus, la droite, notamment sous Sarkozy, a une légère tendance à vouloir instrumentaliser la justice, soit en pour, soit en contre. Restons sereins, garantissons-lui son indépendance et par ailleurs, indépendamment même du fait judiciaire, il me semble que du point de vue éthique, il serait assez opportun que François Fillon prenne de lui-même la décision de ne pas poursuivre sa candidature. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction. Alors vous en parliez à l'instant, les suites de l'enquête préliminaire concernant l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon. Ses enfants devraient à leur tour être entendus par le parquet financier, tandis que les soutiens de François Fillon continuent de crier au complot. Explication Audrey Vuettaz. François Fillon en est certain, il est victime d'un coup d'État institutionnel venu de la gauche. Des déclarations qui laissent Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, pantois. Coup d'État institutionnel de qui, de quoi Ce qui est en jeu, c'est une explication qui doit être donnée par François Fillon sur ce qui s'est passé et sur des emplois qui ont été ceux dont on parle aujourd'hui. Les soutiens de François Fillon, eux, croient à cette théorie et lancent depuis hier la chasse aux sorcières. Selon eux, il y aurait un cabinet noir chargé de faire tomber le candidat de la droite. On évoque l'Élysée, Emmanuel Macron ou Jean-Pierre Jouyet à demi-mot, mais surtout Jean-Louis Nadal, magistrat et président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est en tout cas ce qu'avance Bernard Debré. Est-ce que vous avez des preuves aujourd'hui que ce soit une officine? On n'a pas de preuves, mais on sait... Donc, pourquoi avancer que c'est une officine? Parce qu'on est en train de chercher, qu'on a des suspicions. C'est quoi ces suspicions? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. Oui, c'est dans le viseur du juge Nadal, bien entendu. Il a été nommé pour ça, ainsi que d'autres. Pourtant, la Haute Autorité pour la transparence a été créée en 2013, après les faits reprochés. Du côté de l'Union syndicale des magistrats, on juge ces allégations indécentes, mais pas surprenantes. C'est un écran de fumée classique, une technique de défense éculée qui permet d'éviter de parler du fond et de rejeter la question, le débat sur la justice. Et pendant que la droite cherche des coupables, il se pourrait bien que le coup de grâce vienne de l'intérieur. Ce soir, France 2 prévoit la diffusion d'une vidéo dans laquelle Pénélope Fillon affirme ne jamais avoir travaillé pour son mari. Antonin Lévy, avocat de François Fillon, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Antonin Lévy, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors l'enquête sur les emplois fictifs est désormais étendue aux enfants de François et de Pénélope Fillon. Est-ce que vous savez quand ils seront entendus ? Alors la première chose, je ne sais pas si on peut dire que l'enquête est étendue aux enfants. Vous vous souvenez que la question de l'emploi des deux enfants de François Fillon et de Pénélope Fillon est une information que François Fillon a lui-même sortie au lendemain de la publication du premier article du Canard enchaîné. Et donc c'est lui qui a mis ce sujet-là sur la table en toute transparence. Et c'est également, alors on nous dit que c'est aujourd'hui que l'enquête est étendue, c'est un sujet sur lequel François Fillon, j'assistais lors de son audition, s'est déjà expliqué
devant les enquêteurs, donc il y a maintenant quelques jours, et sur lequel il a déjà fourni les explications. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une extension de l'enquête à proprement parler. Je pense que tout ça était déjà dans le débat. François Fillon l'avait mis dans le débat pour que la justice puisse définitivement trancher sur cette question-là. C'est-à-dire que les enquêteurs se posent la question de savoir si ces emplois sont des emplois fictifs également ou pas. C'est bien ça. Les enquêteurs auront à entendre. C'est qu'il y a une extension de l'enquête. Non, parce que les enquêteurs ont déjà posé la question à François Fillon. Donc ce sujet-là a déjà été tranché pour nous il y a plusieurs jours. Il n'y a aucune nouvelle information aujourd'hui. Très bien, mais les enfants vont être entendus. Les enfants vont être entendus, mais c'est pas pour ça que c'est une extension de l'enquête. Très bien. Alors ce soir, France Télévisions va diffuser une interview de Pénélope Fillon qui date de 2007, dans laquelle elle affirme face caméra n'avoir jamais été l'assistante de son mari. Il est établi, François Fillon l'a reconnu lui-même, qu'elle a travaillé auprès de lui depuis toujours, ce sont ses mots. Le Canard enchaîné parle de 1988. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette vidéo qui met tout de même à mal votre défense ? Je pense que c'est faire beaucoup de faveurs à cette vidéo de penser qu'elle met à mal notre défense. Elle déclare « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ». Alors d'abord, la première chose, c'est pas à moi de me mettre dans la psychologie, Mme Fillon, en mai 2007, quand elle donne cette interview au Télégraphe. C'est pas à moi d'essayer de comprendre quelle pouvait être à l'époque, quand celle qui devient la femme d'un Premier ministre, et c'est rare dans l'histoire de la Ve République d'avoir une femme d'origine étrangère qui devient la femme du deuxième membre de l'exécutif en France. C'est quand même pas un acte complètement anodin. C'est pas à moi de me dire à ce moment-là, dans les conseils qui ont pu lui être donnés, dans le plan de communication gouvernemental qui était mis en place, la posture qu'on lui a conseillé de prendre, les éléments qu'elle aurait pu mettre en avant. C'est pas à moi de me demander tout ça. Tout ce que je constate, c'est que, on a pris ces deux phrases sorties un peu de leur contexte, qu'on pense que c'est quelque chose qui va être une bombe explosive absolue. Et je constate de la même manière que depuis le début, et c'est ce qu'on avait constaté le soir même des révélations du Canard enchaîné, de nombreux Sartois vous disent que Mme Fillon, il la connaissait, qu'elle était tout le temps à côté de son mari, qu'elle était présente à ses côtés, qu'elle avait participé à ses élections, qu'elle avait participé à ses campagnes. Et donc, de toute façon, voilà, il y a une contradiction entre les deux termes. Donc, venir donner trop d'importance à cette petite phrase qui est sans doute une maladresse, si c'est tout ce qui doit ressortir ce soir d'Envoyé spécial, je ne sais pas si le temps du service public sera parfaitement employé avec cette émission. Très bien. Alors, chaque jour qui passe apporte son lot de révélations embarrassantes, si ce n'est accablantes. Vous n'avez jamais pensé à changer de ligne de défense. Ce que je veux dire, c'est peut-être à plaider une certaine négligence dans la gestion de certaines affaires administratives de votre client. Ce genre de... D'abord, il n'y a pas de révélation accablante qui sortent. C'est-à-dire que tout ce qui sort, c'est une espèce de tempête médiatique, une tempête dans un verre d'eau, où sur la base d'informations parcellaires, parfois inexactes, souvent fausses et extrêmement souvent tronquées et déformées, on essaie d'arriver à mettre à mal la position de François et de Pénélope Fillon, qui est de dire « mon épouse », pour François Fillon, a travaillé, depuis 1981, elle travaille à mes côtés. C'est-à-dire la ligne de défense de François Fillon, c'est celle-ci. Elle a travaillé et c'est à la justice d'établir ensuite la vérité, de trancher cette question. Voir ensuite, est-ce qu'elle disposait d'un badge à l'Assemblée nationale, quand depuis le début il est établi qu'elle ne travaillait pas à l'Assemblée nationale et qu'elle travaillait en circonscription. Venir dire, regardez, elle n'avait pas d'adresse mail, quand on sait aujourd'hui que les collaborateurs de l'Assemblée nationale, pour la grande majorité, n'ont pas d'adresse mail et utilisent celle du député et utilisent sinon leur adresse mail personnelle. Quand on sait également que des auditions sont en cours et qu'on n'a pas la moindre idée de ce que les personnes sont en train de raconter aux enquêteurs, on est juste en train d'essayer, c'est un peu l'image, de mâchonner un chewing-gum qui n'a presque plus de goût et tenter d'essayer de retrouver un peu de saveur dans des informations sans intérêt qui ne changent pas la seule question, c'est la seule et l'unique question qui se pose, c'est cet emploi, était-il réel ou ne l'était-il pas ? Alors, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est que toutes les collaborations de Pénélope Fillon avec son mari, puis avec ensuite son suppléant, mais également les collaborations de leurs enfants, eh bien, tous ces contrats de travail s'arrêtent à la fin de l'année 2013 et le 1er janvier 2014 entre en vigueur la loi Cahuzac qui impose de déclarer ses revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est un peu troublant cette concomitance.
Alors, pardonnez-moi d'abord une petite correction. Les emplois des enfants de François et Pénélope Fillon prennent fin pour le premier en 2006, pour le deuxième en 2007. Absolument. Donc on est 7 ans en tout cas, que ce soit Pénélope ou leurs enfants, il n'y a plus aucun contrat de travail après le 31 décembre 2013, puisque le 1er janvier 2014 entre en vigueur la haute autorité. Prenons d'abord l'exemple des enfants. À cette date-là, ils sont tous les deux avocats, ils ont tous les deux prêté serment. On a beaucoup glosé sur cette erreur de langage de François Fillon aux 20h. On a juste oublié de vérifier, et je suis heureux que dans cette enceinte on puisse en parler. Un avocat ne peut pas, en tout cas dans nos règles professionnelles, c'est interdit, je pense dans celle du Sénat également, on ne peut pas être à la fois avocat et collaborateur parlementaire. Donc s'agissant des enfants, la question ne se pose pas, c'est impossible. Donc ne mélangeons pas tous les sujets. Ils ont travaillé avec leur père durant leurs études en 2005, 2006 pour sa fille et en 2007 pour son fils. La loi sur la transparence, c'est 7 années après. S'agissant de son épouse, je pense que l'argument est un peu insuffisant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait rien d'occulte, on ne cherchait rien à masquer. Et je crois qu'en ce moment même, mais cela s'arrête d'abord parce que Mme Fillon, pardonnez-la, mais avait peut-être souhaité faire autre chose, souhaité, après de nombreuses années, avoir d'autres activités, pouvoir peut-être un peu plus s'occuper de sujets qui lui tiennent, elle, personnellement à cœur. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on arrêterait? On arrêterait parce qu'on veut cacher. En ce moment, ont lieu des auditions de personnes qui diront, mais pour eux, il y avait, j'imagine bien, c'est les collaborateurs de François Fillon, personne ne les a interrogés. On verra ce qu'ils diront. Moi, j'ai pas le doute sur le fait qu'ils diront que pour eux, bien sûr, Pénélope Fillon travaille à leur côté. Et j'en termine simplement sur ce point. La haute autorité, c'est une chose, mais l'Assemblée nationale, n'oublions pas que c'est elle qui gérait les contrats de travail, c'est elle qui gérait les fiches de paye. C'est-à-dire que le travail de Pénélope Fillon était déclaré à l'Assemblée nationale. Tous les éléments y étaient accessibles. Les éléments pouvaient être trouvés. Ils figuraient sur les fiches de paye de monsieur et Mme Fillon. Mme Fillon, employeur, Assemblée nationale, à partir du pré-remplissement des déclarations fiscales, ça figurait dans les catégories automatiquement remplies. Et vous savez, je veux dire, on a déjà vu ça, les déclarations fiscales, quand vous connaissez le code postal d'une personne, on peut aller le consulter, et c'est souvent ce que font les journalistes d'investigation. Donc il n'y a jamais rien eu de caché. Et j'en termine par un dernier point. On constate également que s'agissant de l'emploi... Tout s'est arrêté à partir du moment où il a fallu déclarer publiquement. S'agissant de l'emploi à la Revue des Deux Mondes, vous noterez qu'il figure dans la déclaration à la haute autorité de janvier 2014 et que cet emploi et les rémunérations qui y sont afférentes est déclaré à l'intérieur. Donc c'est bien quand même la preuve qu'il n'y a aucune volonté de dissimulation, que tout ceci était parfaitement transparent. Alors justement, vous parlez de l'emploi à la Revue des Deux Mondes. Michel Crépu, qui a été le directeur pendant 15 ans de cette revue, a donné une interview la semaine dernière à l'Obs. Dans cette interview, il s'est dit sidéré d'apprendre que Mme Fillon faisait partie de ses employés. J'ai découvert, comme vous, l'existence de son poste. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé, je ne l'ai jamais vu. C'est accablant tout de même. Non, c'est sidérant, je suis d'accord avec lui et c'est la raison pour laquelle nous avons versé aux enquêteurs les éléments qui démontrent que non seulement Michel Crépu était au courant, mais que c'est lui, alors pour des raisons qui lui appartiennent et que peut-être avec le temps il a oublié, mais que concrètement c'est lui, il faut juste savoir une chose, le directeur de la rédaction c'est lui qui choisit, c'est son rôle, hein, c'est sa seule fonction, enfin pas sa seule fonction, pardonnez-moi, Michel Crépu m'en voudra, mais c'est son rôle éditorial de choisir ce qui paraît et ce qui ne paraît pas dans la revue. Et en l'occurrence, c'est un fait établi, il a déclaré, on ne retrouve que 2 notes et ça ne vaut certainement pas les sommes qu'elle a été payée. Alors d'abord, son travail, c'était pas seulement ces 2 notes, mais ça c'est un point accessoire. M'interroger sur les déclarations de Michel Crépu, il y a plus que 2 notes, il y a beaucoup plus. Les autres n'ont pas été publiés. Il y a une seule personne qui peut faire barrage à cette publication, c'est Michel Crépu. Est-ce que des confrontations sont prévues justement entre Michel Crépu et Pénélope Fillon? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de confrontations. Je veux dire, les éléments matériels établissent que la mémoire de Michel Crépu n'est pas sur ce point tout à fait exact. Il n'y a pas beaucoup besoin de confrontation. On pourrait, le cas échéant, réentendre Michel Crépu, mais je pense que les enquêteurs sur ce point-là voient parfaitement clair et ont compris que concrètement, les déclarations de Michel Crépu étaient à prendre avec un tout petit peu de réserve. Alors tout à l'heure, on a entendu Bernard Debré sur notre antenne qui ciblait nommément l'ancien magistrat Jean-Louis Nadal, qui est aujourd'hui justement président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que ces attaques vous semblent crédibles? C'est pas à moi de me prononcer sur ces questions-là. La question de savoir d'où ça vient, etc. Il y a un état de fait qui est une procédure en cours et c'est la seule chose dont je m'occupe. Aujourd'hui, mon seul objectif et ma seule mission que m'a confié mon client, c'est de faire en sorte que la justice puisse faire son chemin et qu'on obtienne, in fine, un classement sans suite, car il n'y a pas d'infraction pénale. Tout a été fait dans les règles, rien n'a été fait de manière illégale. Pourquoi Pénélope Fillon ne s'est pas encore exprimée publiquement? Ça ne serait pas judicieux, selon vous?
Ça pourrait l'être. Pourquoi, à nouveau, c'est difficile de se mettre dans sa tête, un peu comme tout à l'heure, mais il y a peut-être une explication. Vous lui avez demandé de s'exprimer publiquement? C'est pas à moi de le lui demander, mais je pense qu'elle a reçu cette sollicitation et puis elle connaît suffisamment le monde politique français et elle a suffisamment accompagné son mari justement depuis 1981 pour savoir l'importance que ça pourrait avoir. Mais il faut voir également la violence actuelle de la charge et la difficulté qu'il pourrait y avoir pour elle à prendre la parole dans des conditions d'un débat qui n'est pas très serein. Alors justement, en ce moment, vous voyez François Fillon tous les jours. Vous êtes à ses côtés depuis les premières heures de ces révélations. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'il comprend la façon dont les Français peuvent être choqués par ces révélations, par ces montants? C'est un peu sortir de mon rôle que de commenter cette question-là et les échanges privés que je peux avoir avec lui, vous me permettrez de les garder pour moi. La question de savoir si les montants choquent, c'est une question morale et c'est une question politique à laquelle il lui appartiendra de répondre et à laquelle il aura sans doute à répondre à nouveau dans les semaines qui viennent. La seule question qui compte, pour moi, pour son avocat et pour sa ligne de défense, c'est de savoir si cet emploi est légal ou s'il ne l'est pas. Et en l'occurrence, cet emploi est légal et aucune infraction n'a été commise. Très rapidement, Antonin Lévy, François Fillon hier a exhorté ses troupes à tenir 15 jours. Vous pensez réellement avoir les résultats de l'enquête d'ici ces 2 semaines? On le souhaite. Les investigations vont très vite. Vous avez eu des assurances de la part du parquet? Aucune assurance, mais les interrogatoires se mènent tambour battant. Il y en a plusieurs qui ont cours en ce moment, dans les prochains jours. Donc on le souhaite pour que le classement sans suite intervienne très rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Merci Antonin Lévy d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Saveria. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, Serge Dassault, condamné à 5 ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende pour avoir caché au fisc français pendant 15 ans des millions à l'étranger. L'industriel âgé de 91 ans, doyen du Sénat, a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel de cette condamnation. Mounir Soussi. Serge Dassault, condamné pour blanchiment de fraude fiscale. Le PDG du groupe Dassault écope de 2 millions d'euros d'amende et de 5 ans d'inéligibilité pour avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc. Au cœur de l'enquête menée par les juges, les comptes de 4 fondations et sociétés basées au Luxembourg et au Liechtenstein. Ces comptes auraient abrité jusqu'à 31 millions d'euros en 2006 et près de 12 millions d'euros en 2014. Selon la défense, ces fonds auraient été placés à l'étranger dans les années 50 par Marcel Dassault, le père du sénateur. Ses avocats vont faire appel, ce qui va prolonger la procédure. Durant ce laps de temps, Serge Dassault peut conserver son siège au Palais du Luxembourg en attendant la fin de son mandat et les prochaines élections en septembre prochain. Serge Dassault a déjà perdu un mandat électoral sur décision de justice. En 2009, sa réélection à la mairie de Corbeil-Essonnes avait été annulée après la révélation de l'existence d'un système présumé d'achat de voix. Le sénateur est mis en examen dans ce dossier, toujours en cours d'instruction. Et on retourne en direct de la salle des conférences. Tam Tra Nuit avec votre nouvel invité, le sénateur Les Républicains, François Grosdidier. Oui, François Grosdidier, on va parler des affaires autour de François Fillon. Mais d'abord, votre réaction à la condamnation de Serge Dassault, qui est donc condamné à de l'inéligibilité. Il va faire appel. Est-ce que vous souhaitez qu'il se représente aux élections de 2017, aux élections sénatoriales ? Écoutez, il fait appel, il faut voir. Je ne suis pas à la commission de l'investiture, c'est pas à moi de trancher la question. Ça me paraît difficile après une condamnation en première instance, même si effectivement l'appel peut demain le blanchir complètement. Alors on va ensuite parler de François Fillon, bien sûr. Peut-il rester le candidat de la droite alors que les enquêtes d'opinion montrent que 70% des Français veulent son retrait à l'élection présidentielle ? Il serait étonnant que les sondages disent autre chose après le matraquage médiatique dont il est l'objet depuis une semaine. La justice s'est engagée à travailler très vite. Maintenant, sous moins de 15 jours, sous 10 jours, on doit avoir des premières conclusions qui peuvent aboutir ou à un classement sans suite, ou alors l'affaire va prospérer sur un plan judiciaire. S'il aboutit sur un classement sans suite, parce qu'il n'y aurait pas de base légale, eh bien à ce moment-là, je crois que l'affaire se retournera contre ceux qui l'ont lancée, parce que c'est vrai que c'est pas une affaire qui découle d'une démarche journalistique d'information classique. Ce que vous voulez dire par là ? C'est que la source commune de toutes les informations
qui ont été livrés en très peu de temps ne peuvent venir que de Bercy, donc du pouvoir. C'est que le calendrier qui est choisi exactement entre la primaire et l'élection présidentielle, au moment où les maires sont censés renvoyer leur parrainage, est parfaitement choisi. Donc c'est vraiment une stratégie délibérée de gens du pouvoir qui veulent continuer le pouvoir avec Emmanuel Macron. Ça ne fait pas de doute. François Fillon a raison de parler d'un coup politique à travers cette affaire. Ça ne répond pas à une démarche journalistique d'information, sans quoi tout ça aurait bien transpiré il y a déjà quelques mois ou même quelques années. Et après 30 ans de carrière où on a plutôt moqué, y compris dans les milieux médiatiques, sa rigueur et son intégrité, voilà tout doucement livré en pâture sur un dossier parfaitement monté, avec des éléments très différents, dont la seule source commune est Bercy. Bon, et puis, donc, la source commune et le calendrier nous enlèvent tous les doutes. C'est un coup politique. Après ça, effectivement, il nous a demandé 15 jours, il y a quelques jours, pour établir à la fois son innocence et sa bonne foi. Si effectivement il est dégagé de ce caillou dans la chaussure et peut continuer la course, il n'y a aucune raison de ne pas le soutenir, et je pense que l'opinion peut à ce moment-là très rapidement juger de la disproportion entre la campagne médiatique et l'absence de base légale. Si au contraire il y a une base légale et des éléments factuels à ce qu'on lui reproche et que l'affaire prospère sur un plan judiciaire, effectivement à ce moment-là, je pense qu'il devra de lui-même renoncer. Mais il y a deux hypothèses possibles, et je regrette que certains s'inscrivent déjà dans l'hypothèse de son retrait en balayant, en enterrant un peu vite et François Fillon et les 4 millions d'électeurs de la primaire qui se sont exprimés. Alors, car pour vous, ce n'est pas caduc, qu'il ne faut pas chercher un plan B. Et Laurent Wauquiez, François Baroin, Xavier Bertrand, même Gérard Larcher dont on parle. Non, je n'ai pas un plan B éventuellement possible dans l'hypothèse où effectivement François Fillon dégagerait. Tous ne sont pas exprimés de la même façon. Gérard Larcher s'est pas placé dans cette hypothèse-là d'emblée. Certains, comme Georges Fenech, ont enterré immédiatement et François Fillon et les 4 millions d'électeurs de la primaire, ce qui est inconcevable. Et Alain Juppé, que vous souteniez lors de la primaire? D'abord, on attend 10 jours. Est-ce que François Fillon bénéficiera d'un classement sans suite ou pas? S'il ne bénéficie pas d'un classement sans suite et que l'affaire prospère, il faudra effectivement s'interroger. Et on ne peut que tenir compte des primaires qui ont rassemblé 4 millions d'électeurs. Donc celui qui viendrait naturellement, effectivement, sera à ce moment-là Alain Juppé, qui pour l'instant ne manifeste pas l'intention. Mais il y a aujourd'hui une tourmente, on a tous une fidélité, une loyauté vis-à-vis du candidat qu'on s'est engagé à soutenir. Et si les choses tourner différemment, nous aurons tous une responsabilité à l'égard de la nation, c'est-à-dire de permettre l'alternance et de ne pas permettre que le coup politique fait contre François Fillon réussisse et que le pouvoir se perpétue avec Emmanuel Macron après l'échec du quinquennat Hollande. Merci beaucoup François Grosdidier d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc toujours derrière François Fillon, mais je retiens que la porte est ouverte pour Alain Juppé si il le fallait. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Alors on va s'arrêter un instant dans ce journal sur la profession d'assistant parlementaire. Il en est beaucoup question en ce moment. Qui sont-ils? Comment sont-ils rémunérés? Quelles sont les règles à respecter? Reportage de Pauline Dame. Depuis la loi sur la transparence de la vie politique, chaque parlementaire doit remplir une déclaration où il indique le nom de ses assistants, une liste également disponible sur le site du Sénat. Au total, à la Haute Assemblée, le budget consacré aux collaborateurs parlementaires représente presque 60 millions d'euros en 2015, dont plus de 817 000 euros n'ont pas été utilisés et reversés aux groupes politiques, une enveloppe qui, depuis la réforme du Sénat, est strictement encadrée et ne peut servir qu'à rémunérer des collaborateurs des groupes. Et justement, Anne Beignet, qui est collaboratrice parlementaire au Sénat, nous a interpellés. Elle souhaite s'exprimer et elle est à vos côtés, Tam Tranui. Oui, effectivement, Anne Beignet, vous nous avez interpellés. Vous estimez que la profession de collaborateur parlementaire a été montrée du doigt ces derniers jours. Quelles inexactitudes, quels mensonges avez-vous pu entendre ? Des mensonges, non, mais c'est vrai que d'une situation personnelle, on en fait une généralité. On connaît mal notre métier, c'est vrai, donc je pense que c'est important de dévoiler un petit peu voilà, ces petites mains de la politique, les métiers de l'ombre, de sortir un petit peu, de dire ce que l'on fait au quotidien. Donc c'était surtout dans cette démarche-là pour cesser un petit peu des choses qu'on entend et qui ne sont pas le cas. Dans sa défense, l'avocate François Fillon dit que le travail d'un assistant parlementaire n'est pas forcément très tangible
intelligible, ni très matériel, qu'il ne fournit ni des mémos, ni des notes de synthèse. Est-ce que vous confirmez? Comment est-ce que vous travaillez? Non, moi personnellement, je vois comme notre travail comme un travail de rédaction, d'écriture déjà, rédaction des discours, les préparations bien entendu des notes techniques, un travail législatif important puisque bon, on suit les textes, rédaction d'amendements. Moi personnellement, j'écris beaucoup de propositions de loi. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, avec mon sénateur également. C'est un travail de collaboration, hein, on est collaborateurs et c'est une histoire de confiance aussi, une histoire de confiance avec le sénateur ou la sénatrice avec laquelle on travaille. Je précise que vous êtes l'assistante d'un sénateur centriste, Olivier Cigolotti. Est-ce que la réalité du métier de collaborateur parlementaire n'est pas différente selon les parlementaires? Si, aussi, oui. Moi, mon cas personnel ne va pas être aussi la généralité des collaborateurs qu'on peut retrouver ici au Sénat, mais également en circonscription. Voilà, je pense aussi à eux. À titre personnel, voilà, je travaille en étroite collaboration avec mon sénateur. On échange vraiment en toute confiance. Il me dit tout, enfin moi également. Voilà, c'est vraiment de l'échange. Est-ce que vous êtes choqué par les rémunérations qui sont évoquées pour Pénélope Fillon? On parle tout de même d'une rémunération qui, entre par exemple janvier et août 2007, était de plus de 10 000 € bruts. J'imagine que c'est très loin de la réalité d'un collaborateur parlementaire au Sénat. Oui, non, c'est pas du tout ça. Je pense au Sénat comme à l'Assemblée. Certes, l'Assemblée a une enveloppe légèrement plus importante que celle ici au Sénat. Mais non, en temps normal, les sénateurs en général ont 3 collaborateurs. Donc sur 7 500 € d'enveloppe que nous disposons, voilà, on voit tout de suite ce que ça peut faire par personne. On en est très très loin. Voilà. Oui, donc ça paraît en tout cas impossible au Sénat dans des conditions classiques normales. Oui, dans des conditions aujourd'hui, non. Mes collègues et moi, nous ne sommes pas rémunérés comme c'est cité là actuellement. Bon, je précise que le problème dans l'affaire Fillon, c'est que ça serait un emploi supposément fictif, mais cela pose aussi plus largement tout de même la question des collaborateurs familiaux. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait supprimer les collaborateurs familiaux au Sénat, comme cela a été fait par exemple au Parlement européen ? À titre personnel, oui. Je pense que ça fait du tort. Au final, un jour ou l'autre, ça ressort. Voilà, on vous le reprochera forcément et je ne suis pas sûre que ça soit quelque chose de bien pour la personne qui travaille avec vous, votre fils, votre femme. C'est pas forcément une aide à lui apporter également. Donc à titre personnel, je dirais qu'il faut arrêter en effet ces contrats de famille. Voilà. Merci beaucoup Anne Beignet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Et alors que la candidature de François Fillon s'effrite au Parti socialiste, eh bien, les espoirs renaissent. Ce matin, Benoît Hamon était reçu par François Hollande à l'Élysée. Un soutien pas vraiment ostensible, mais peut-être un signe que le président veut s'impliquer de nouveau dans cette campagne. Je vous propose d'écouter Benoît Hamon à la sortie de son entretien avec le chef de l'État. Le président de la République, il est toujours le président de la République. En même temps, j'ai été ministre dans son gouvernement, en tout cas avec Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. J'appartiens à la même famille politique que lui, je le connais. Mais nous avons parlé de ce qui relève aujourd'hui des grands sujets sur lesquels la France est impliquée et joue un rôle décisif. Il n'y a pas de passage de témoin aujourd'hui. Il y a une élection présidentielle et un président qui préside jusqu'à l'élection présidentielle et ce que sera la passation de pouvoir après l'élection présidentielle. Il n'y a pas de passage de témoin, il y a simplement la volonté de ma part d'échanger sur ce que seront les axes de ma campagne, et elles seront dans la continuité de ce que j'ai défendu. J'ai proposé un cap, ce cap je le maintiens, je l'enrichirai évidemment des contributions de toutes celles et ceux qui s'impliquent aujourd'hui derrière moi, et je n'ai jamais été fermé à ces discussions, mais le cap il a été donné. C'est pas parce que la primaire est terminée que les transitions que j'ai évoquées sur la question du travail, du numérique, de l'écologie, se sont elles interrompues avec la primaire. Ce serait assez curieux. Imaginez que la Terre arrête de se réchauffer juste parce que la primaire de gauche s'est arrêtée. Voilà. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Bergogneau. Bonjour, historien. Vous êtes président de l'Office universitaire de recherche socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, Yves Maricane. Bonjour. Bonjour. Directeur des études politiques des Labs. Merci d'être avec nous. Arnaud Mercier est également sur ce plateau. Bonjour. Professeur en communication politique à l'Université Paris-Assas et à l'Institut français de presse. Et Jean-Sébastien Ferjou. Bonjour. Vous êtes journaliste politique chez Atlantico. D'ailleurs, première question pour vous,
Jean-Sébastien Ferjou. On voyait bien fin novembre que la victoire était à portée de main pour la droite. Aujourd'hui, elle semble bien incertaine. Est-ce que vous pensez que le candidat Fillon peut encore tirer son épingle du jeu dans ce climat politique bien agité, il faut dire? Elle n'est pas forcément aussi incertaine que ça. Enfin, je me fie à un sondage que nous avons publié ce matin avec Harris Interactive et RMC. Et si on regarde les sympathisants de la droite et du centre, c'est quand même ceux-là qui comptent. Il y en a encore 52% à considérer que François Fillon a une chance de gagner et quand même 76% qui considèrent que la droite peut l'emporter si ça n'était plus François Fillon. Quant à la question du retrait, c'est très partagé, c'est du 50-50. Il n'y a pas d'effondrement de François Fillon parce que François Fillon, c'est deux choses. Il est l'homme qu'il est avec une image qui est incontestablement est profondément atteinte et je pense avec des dommages qui seront irrécupérables et avec une communication qui a été à vrai dire assez mal gérée. Et pour autant, il est quand même l'homme d'un projet politique et ce projet politique a été validé très largement à la primaire de la droite. Les électeurs de droite n'y ont pas renoncé. Ce n'est pas parce que potentiellement le candidat Fillon disparaîtrait que les électeurs de droite, eux, s'évaporent dans le pays en partant en fumée dans l'atmosphère. Donc il ne faut absolument pas oublier ça. On a un peu vite tendance à l'oublier. Vous partagez cette analyse, Yves Maricanne. On voit quand même que le doute s'installe et qu'il y a une baisse quand même sévère de la cote de François Fillon dans les dernières intentions de vote. Oui, il y a une baisse de François Fillon dans les dernières enquêtes d'intention de vote. La baisse, elle est nette, elle est brutale. Ceci étant dit, Jean-Sébastien a raison de dire qu'il n'y a pas d'effondrement. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé non plus de 25 à 15%. Il tangente aujourd'hui les 20%. Donc on voit bien que ce qui s'est passé ces derniers jours a un impact. A d'abord un impact sur son image et sur ce qui avait qu'on fait sa force finalement lors de la primaire de la droite et du centre. À savoir que, souvenez-vous, qui imaginerait-on le général de Gaulle mis en examen? C'était aussi le signe d'une campagne qui s'était construite sur son honnêteté et sa probité. C'était d'ailleurs un élément de différenciation majeur par rapport à Nicolas Sarkozy, mais aussi par rapport à Alain Juppé. Et c'était aussi d'ailleurs son honnêteté à François Fillon, une des motivations principales de ses électeurs. Donc il est touché sur ce plan-là, mais en même temps, il garde à la fois sa présidentialité, il garde le fait que les électeurs de droite sont toujours là et qu'effectivement, ils n'ont pas vocation à s'évaporer. Maintenant, ce qu'il en sera de l'avenir, personne ne le sait. Cette présidentielle, c'est un peu la présidentielle de toutes les surprises. Mais en même temps, j'en reviens à ce que je déclarais il y a déjà quelques semaines, même au sortir de la primaire de la droite et du centre, rien n'est gravé dans le marbre. La campagne présidentielle, elle est encore devant nous. Il reste 2 mois et demi. Il peut se passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est du côté de François Fillon. Demain, ça peut être du côté de Benoît Hamon, de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron. On ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, les jeux ne sont pas faits. Alain Bergugno, quel regard porte l'historien sur ce climat politique agité? On sait que ce n'est pas la première fois qu'un candidat, à quelques mois d'une élection présidentielle, est atteint par les affaires. Non, ce n'est pas la première fois, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est quand même la première élection présidentielle où on va de coup de théâtre en coup de théâtre. C'est quand même... Bon, c'est quand même une première sur la Ve République. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit qu'il y a un électorat qui recherche aussi la nouveauté. Si j'avais une expression à donner pour cette élection présidentielle, je dirais que c'est une élection balai. C'est-à-dire que les sortants sont très menacés. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec François Hollande, de ce point de vue, on l'a vu avec Manuel Valls, même Cécile Duflot, d'un certain point de vue. Et là, à droite, ça la devient incertain. Donc, et ceux qui... évidemment, c'est le dégagisme, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre son expression. Ça pourrait le dégager lui-même. C'est ça qu'il faudrait qu'il fasse attention à cet aspect des choses, parce que lui aussi, on l'a déjà vu. Et Hamon, c'est aussi la nouveauté. Et Macron, évidemment. Alors le Front National, c'est plus complexe, c'est autre chose. Mais donc là, on est dans, je rejoins votre conclusion prudente, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation assez incertaine et en tout cas, pour le moins, volatile. Ouais, Arnaud, merci. Votre réaction, effectivement, si on parle de Benoît Hamon, puisqu'on le disait encore il y a quelques temps, eh bien, on croyait que le PS était mort, et on voit qu'il y a de nouvelles raisons d'espérer. C'est ce coup de barre à gauche, cet aspect nouveauté du programme qui permet aussi de cannibaliser un petit peu du côté de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui installe une dynamique favorable pour Benoît Hamon. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, incontestablement. Il y a une dynamique sur la gauche du Parti socialiste, mais ce qui ne veut pas dire que la dynamique couvre l'ensemble des électeurs et sympathisants du Parti socialiste, notamment de ce qu'incarnait Manuel Valls ou Emmanuel Macron, déjà parti. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est vrai qu'il y a une fluidité très forte qui fait que par des jeux de mécanique des fluides, on se retrouve l'un finalement apparaît comme lui, au moins, et lui il a l'air honnête, lui il a l'air sincère. Enfin, donc, et il y a un flou très important. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose à propos de François Fillon. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas un effondrement, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une première chute. Et ce qui pose bien la question d'une dynamique, d'un engrenage maléfique pour lui, c'est-à-dire que si l'affaire prend plus d'ampleur, si effectivement ça s'embourbe, alors il y a toute raison de penser que la chute va continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'état d'incertitude dans lequel est une partie de l'opinion à dire, on attend, on va bien voir, effectivement, il n'y a encore que une certaine baisse. Mais le problème, c'est justement dans les 15 jours qui viennent, comme il l'a dit lui-même. Jean-Sébastien Ferjou. Ça peut évoluer dans les deux sens. Il y a une première phase qui est un peu celle de la sidération, avec effectivement des gens une phase de stabilisation avec le week-end dernier, notamment le grand meeting de la Porte de la Villette, et puis avec l'accumulation de... L'effet a été rapidement estompé de ce meeting. Exactement, parce que les auditions judiciaires et l'accumulation de révélations, en veux-tu, en voilà, d'ailleurs, assez largement, sans substance réelle par rapport aux premières révélations, ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut jouer effectivement pour continuer à creuser l'image de François Fillon. Ça peut aussi générer une sorte de colère, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les électeurs de droite, ils ont désigné un homme, mais aussi un projet politique, ils n'ont pas envie que la victoire leur échappe. Et regardez, là, à l'heure actuelle, quand on voit, par exemple, Envoyé spécial ce soir, qui ressort une vidéo sur Pénélope Fillon, il n'y a aucune nouvelle révélation. Elle dit effectivement qu'elle n'avait jamais travaillé, mais ça a déjà été publié ailleurs. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours, cette interview dans le Télégraphe. Peut-être qu'elle ne le disait pas. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas du même ordre que le travail. Si, elle le disait, si, puisque c'était la même phrase, c'est simplement, là, on a l'image. Donc, je pense qu'elle disait à peu près la même chose à l'écrit et à l'oral, puisque l'oral et l'écrit était la transcription de l'oral. Mais précisément, il y a aussi un effet, tout le monde commence à faire son beurre. Enfin, c'est devenu une espèce de commerce. Tout le monde, il n'y a pas un journal qui ne soit pas en train de sortir qui le contrat de travail, qui la note de lecture de Pénélope Fillon. Et il y a deux manières de voir. Enfin, le travail de la presse est évidemment défendable et évidemment qu'on a besoin dans une démocratie que les gens puissent écrire ça. Mais on ne peut pas non plus faire l'économie de la question de l'instrumentalisation, parce que là, on voit que c'est devenu un effet d'aubaine pour les médias en quelque sorte. Et les électeurs, ils sont aussi confrontés à ça. Je pense qu'il y a aussi une colère qui monte par rapport à cet effet-là, ce qui encore une fois ne change rien à la réalité des faits et à la culpabilité potentiel et de François Fillon. Avant de continuer ce débat, si vous voulez bien, on fait un petit détour par la salle des conférences du Sénat où nous attend Tam Tranui. Vous êtes avec le sénateur Les Républicains de Paris, Philippe Dominati. Lui, il avait soutenu, on s'en souvient, Nicolas Sarkozy lors du premier tour de la primaire de la droite. Oui, et là, que pensez-vous de la défense de François Fillon, qui accuse la gauche, qui parle d'un coup d'État institutionnel fait par le pouvoir? Ce matin, Bernard Debré parlait même de Jean-Louis Nadal de façon précise. Oui, en tout cas, ce n'est pas une opération spontanée, ça n'arrive pas comme ça. On voit qu'il s'agit d'une opération organisée, donc par des forces politiques et a priori des adversaires, pour empêcher, et en tout cas, à tout le moins, casser la dynamique de François Fillon. Certains disent que des sarkozystes, en tout cas, se frottent un petit peu les mains, qui rappellent notamment cette phrase que François Fillon avait eue à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Oui, si c'était vrai, ce serait des idioties dommageables et déplorable pour notre famille politique. Je ne pense pas que ça soit le cas, j'ose pas imaginer que ça puisse être le cas. D'ailleurs, pour ma part, j'avais soutenu Nicolas Sarkozy, mais je n'admettrai pas ce genre d'attitude et de méthode. Est-ce que vous estimez que François Fillon peut encore rester le candidat de la primaire, quand on voit comme il commence à être distancé dans les sondages, il baisse, il s'effrite, et puis 70% des Français sont pour son retrait de l'élection présidentielle? Oui, parce que 70% des Français n'ont pas bien compris ce dont on l'accuse. D'abord, il faut laisser la justice faire son travail et attendre, je dirais, les décisions suite aux enquêtes en cours. Et si la justice considère qu'il n'y a pas lieu d'action judiciaire, je pense qu'une grande majorité de Français vont changer d'opinion face à cette affaire médiatique qui a pris une très très grande ampleur, où il y a un amalgame d'éléments vrais et faux pour
créer un climat, une situation, et que l'on va reprendre, je dirais, les sujets politiques. L'intérêt d'un certain nombre des adversaires de François Fillon, c'est qu'on ne parle pas politique. Il faut reconnaître que le bilan ne s'y prête pas. Le président de la République ne peut pas se représenter, l'ancien Premier ministre est battu par son électorat dans la primaire de gauche, il vaut mieux parler d'autre chose que de politique. Alors, on a organisé cette affaire contre notre candidat. C'est notre candidat, c'est le seul candidat et c'est celui qui incarne avec le plus grand rassemblement un nouveau projet. Laissez-nous défendre ce projet. Et donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'action judiciaire qui vienne contrarier le développement de ce projet, j'aimerais pour ma part qu'on puisse défendre notre projet. Oui, difficile de défendre ce projet dans l'atmosphère actuelle, donc pollué par ces affaires. Notamment, on parle de ce soir du fait que Envoyé spécial va révéler une vidéo qui a été tournée en 2007, dans laquelle Pénélope Fillon dit n'avoir jamais été l'assistante de son mari. Votre commentaire ? Oui, je crois que les conjoints ou conjointes d'hommes publics ou politiques participent à l'action de leur mari d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, je ne sais pas si Bernadette Chirac était l'assistante de Jacques Chirac, je ne sais pas si Madame Giscard d'Estaing ou Madame Sarkozy, mais par la force des choses, lorsqu'on est avec un homme public, on participe à son action publique. Alors on peut y participer d'une manière active, c'est-à-dire s'occuper de son agenda, le rendez-vous, etc. Ou participer ne serait-ce que par le temps qu'on en consacre, par l'attention que l'on porte à ses déplacements, je dirais, dans toutes les cérémonies publiques qu'il y a à faire, et aussi par la réflexion. Et ça, c'est grandement souhaité, la réflexion sur des sujets de société. Et donc, c'est vrai qu'une épouse ne peut pas être une assistante. Donc, je comprends la formulation, et je crois qu'on joue sur les mots. Et je pense que pour beaucoup de personnes, même dans le monde de l'entreprise, lorsque vous travaillez avec votre époux ou votre épouse, même si c'est votre collaboratrice, vous ne l'appelez pas votre collaboratrice ou votre collaborateur. C'est votre épouse ou votre mari. Merci beaucoup Philippe Dominati d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. On continue le débat en plateau et vous souhaitiez intervenir Alain Bergogneau. Je vais dire un mot, je ne m'exprime pas sur le fond, mais puisqu'on a parlé de coup d'État institutionnel, que le sénateur à l'instant parlait de la gauche, il faut bien voir que quand on réfléchit, Fillon était un bon candidat pour la gauche, parce qu'il rétablissait le clivage droite-gauche. Donc il n'y avait vraiment aucun intérêt, si on est un petit peu honnête, mais là c'est une stratégie de riposte, c'est tout à fait compréhensible, il n'y avait aucun intérêt à attaquer Fillon, parce que Fillon rétablit le clivage droite-gauche. Qui a intérêt à l'attaquer là, je n'ai pas d'éléments, mais quand on connaît un petit peu les vicissitudes des vies politiques, regardons les amis. Ça me paraît plus judicieux. De toute façon, sans faire... Ça vient des sarkozystes, alors peut-être. Hypothèse à l'infini, regardons ce qu'on a sous les yeux. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est Daniel Fasquelle, le trésorier des Républicains, qui va parler à Mediapart pour dire que les dons qui arrivent pour la campagne de François Fillon vont uniquement dans son micro-parti et pas aux Républicains. Donc, pour ceux qui douteraient de l'envie d'une certaine partie des sarkozystes à précipiter la chute de François Fillon, enfin là, c'est à l'œil nu. Enfin, donc voilà, après, ça ne veut pas dire que ce soit eux qui soient à l'origine des choses, qu'il y ait une instrumentalisation de ces problèmes, c'est quelque chose. Ceux qui en sont à l'origine, l'histoire nous le dira peut-être. On va continuer le débat, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'opération repêchage qui est aussi peut-être en cours. On voit des personnalités comme Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, mais aussi des personnalités qui n'ont pas été soumises à l'épreuve de la primaire, qui n'ont pas été abîmées, peut-être François Baroin, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez. Est-ce que vous les avez testés, Yves Maricanne? Est-ce qu'ils ont des cotes dans les sondages qui pourraient justement permettre de battre soit Benoît Hamon, soit Emmanuel Macron? Tester dans des enquêtes d'intention. Mais nous, oui, dans le même sondage que celui dont je vous parlais tout à l'heure. Tester dans des enquêtes d'intention de vote, non, parce que voilà, depuis maintenant le 27 novembre, le candidat de la droite et du centre, c'est François Fillon. Il a quand même la légitimité du suffrage populaire. Plus de 4 millions de votants, 3 millions de suffrages qui se sont portés sur son nom. En toute sincérité, il nous appartient pas à nous sondeurs d'aller délégitimer la candidature de François Fillon tant que celui-ci est candidat. En tout cas, dans les derniers jours. Maintenant, effectivement, dans les
dans les semaines qui viennent. Si la question du maintien de la candidature de François Fillon se pose, on verra ce qu'il en est. Mais de toute évidence, aujourd'hui, c'est lui le candidat. Et maintenant, lorsque l'on regarde les résultats d'études, où effectivement on demande aux électeurs de droite notamment quelle est leur préférence pour remplacer éventuellement François Fillon, on voit bien que ceux qui se distinguent en premier lieu, ce sont Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, parce que c'est eux qui ont aussi dans un ordre différent, assez largement, assez nettement. Mais en même temps, parce que ce sont eux aussi qui ont le plus d'expérience, qui ont le plus, du point de vue des électeurs, les capacités à être président de la République. Ce sont aussi ceux qui bénéficient des plus forts taux de notoriété, qui sont le plus connus des Français, et ça favorise aussi de bons résultats. Et donc effectivement, un François Baroin à côté, dont on entend beaucoup parler chez les personnalités politiques, en tout cas à droite, il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de Français ne savent pas qui est François Baroin. Et j'imagine mal la droite aujourd'hui, à 2 mois de l'élection présidentielle, pouvoir présenter François Baroin en remplacement de François Fillon, alors que tout reste à faire pour François Baroin. Le faire connaître des Français et ensuite enclencher une dynamique de campagne sur cette base, ça me paraît assez risqué ou pour le moins difficile. Les chiffres sont clairs, malgré tout, juste pour répondre à votre question, puisque la réponse existe, autant la donner. La réponse des sympathisants, enfin de la droite, des électeurs de la droite et du centre sur le plan B qui privilégierait au cas où, ce qui ne veut pas dire là tout de suite maintenant, c'est Alain Juppé 42%, Nicolas Sarkozy 23%, et les autres qui sont très très loin derrière, en dessous de 10, avec François Baroin à 6, Xavier Bertrand à 5. Et voilà, ils sont pas connus. Arnaud Mercier, d'un point de vue de la communication, est-ce que la droite a intérêt à changer son candidat, on le rappelle, à 3 mois de la présidentielle ? Écoutez, d'abord en termes de communication, je pense que François Fillon a fait une gaffe terrible, c'est-à-dire qu'en croyant bien faire, en disant, mais vous savez, si je suis mis en examen, bien sûr, je me retirerai, etc. Il a lui-même ouvert une espèce d'un schéma mental qui était inimaginable. C'est-à-dire personne se disait, tiens, à l'État, au moment où il l'a dit, qu'il fallait déjà dégager François Fillon, alors qu'il a une légitimité extrêmement forte, une primaire où il y a eu énormément de mobilisation, 2 fois plus d'électeurs que la primaire à la gauche, etc. Et donc, il y a eu vraiment un vote d'adhésion pour François Fillon. Donc, effectivement, là, il a commis, je pense, lui-même une première erreur en ouvrant lui-même une espèce de boîte de Pandore qu'il n'aurait pas dû ouvrir à ce stade. En termes de gestion de communication de crise, je crois que ce n'était pas très, très efficace. Après, la vraie question qui est derrière, ce n'est pas est-ce qu'en termes de com, la droite doit, c'est est-ce que tout simplement son candidat peut ou pas voilà. Et donc la question, c'est évidemment à partir du moment où s'il était mis en examen, ou même sa femme, parce qu'on n'imagine pas Tante Yvonne mise en examen. Donc le vrai enjeu, c'est là. Et là, je pense que c'est pas une question de communication, c'est une question de légitimité politique. Et après, je pense aussi que le seul recours dans ces cas-là, c'est de pas risquer, c'est de prendre celui qui arrivait 2e à la primaire, parce que au moins, ça aurait le quart de l'esquisse d'une légitimité. On prend immédiatement un autre problème quand même, parce que celui qui est arrivé 2e était sur un projet politique radicalement différent. Après le problème, c'est quel que soit le candidat, qu'est-ce qu'il va défendre comme programme? Est-ce que c'est celui de François Fillon? Enfin, vous voyez, c'est un vrai problème. Alors, Alain Bergogneau, on va parler justement de Benoît Hamon, puisqu'au PS, l'unité, c'est peut-être pas pour dimanche. On voit que lors de l'investiture, il n'y aura pas de grands ténors socialistes. Il y aura Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Bernard Cazeneuve n'y sera pas. On a vu cet entretien ce matin entre Benoît Hamon et le chef de l'État. Est-ce qu'il va s'impliquer dans la campagne, selon vous, François Hollande? Non, et d'ailleurs, c'est pas sûr que Benoît Hamon le souhaite, parce qu'il s'est passé quelque chose avec la victoire de Benoît Hamon. On pourrait parler évidemment du programme et des mesures, mais dans un certain sens, c'est le solde du quinquennat. Parce que le président ne se présentant pas, le Premier ministre étant battu, on est dans une période nouvelle et Benoît Hamon peut parler de l'avenir. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès dans la primaire, parce qu'il avait un récit et il n'était pas porteur du bilan du quinquennat. Donc il est dans une position relativement favorable, mais avant de recoudre toutes les plaies, toutes les bosses de ces dernières années et de ces derniers mois, là, maintenant, il faut qu'il soit, si j'ose dire, qu'il se transcende, c'est-à-dire qu'il retrouve les voies et de la synthèse politique entre la gauche, sa droite, son centre, et c'est là qu'on verra s'il est à la hauteur, et pourquoi le serait-il pas. Il y a un problème de discours et d'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Benoît Hamon peut, avec ses soutiens, dire maintenant que la primaire a décidé, il faut vous rallier à mon panache blanc, il faut tous derrière. Et en face, ils ont beau jeu de répondre chez les valsistes, etc., de dire, mais attendez,
Nous, quand on était au gouvernement, on vous demandait d'être solidaire et vous avez refusé de l'être. Donc là, il y a une espèce de combat de discours sur, après tout, c'est vous qui avez commencé à ne pas être... Ça, c'est un peu la cour de récréation. Ben oui, Parce mais que là, on est face à un enjeu qui est quand même beaucoup plus important, qui est malgré tout, ce parti socialiste que tout le monde a enterré, les journalistes, les observateurs, et puis beaucoup d'intellectuels qui ne souhaitent que ça depuis très très longtemps, il renaît. Donc là, il va y avoir une réflexion, et que si les choses reprennent, si les législatives de désastre deviennent possibles, vous verrez qu'on en parlera moins, et qu'on essayera, à condition, comme je le disais, que Benoît Hamon soit à la hauteur du défi. Mais moi, je ne pense pas que ce soit, pour le coup, du niveau de la cour de récréation. Je pense que c'est les 1001 poisons des primaires qu'on est en train d'éprouver. On nous a vendu ça comme un renouveau démocratique, mais on voit bien que c'était juste pour compenser le fait que les partis politiques ne fonctionnent plus. Et bien, ils sont en train de le payer, parce que quelle est la logique de faire une primaire, d'aller signer une déclaration dans laquelle vous vous engagez à soutenir le gagnant, et puis derrière à dire j'exerce mon droit de retrait. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut défendre ça. Alors j'entends ce que disait Arnaud Mercier, parce que ça c'est d'un point de vue logique, mais il y a aussi la question politique. Effectivement, les valsistes peuvent dire vous ne nous avez pas soutenu, pourquoi on vous soutiendrait maintenant? Mais dans ce cas-là, qu'ils se décident, qu'ils fassent un congrès, qu'ils se séparent, enfin qu'ils nous fassent une clarification idéologique une fois pour toutes. Après, maintenant, j'ai envie de vous dire, il y a deux patates chaudes dans la vie politique française. Il y a celle du bilan de François Hollande. Alors, le Parti socialiste, de manière assez inespérée, a réussi à la balancer chez Emmanuel Macron, parce que finalement, qui était le concepteur, non pas du programme sur lequel il a été élu, mais du CICE, du pacte de compétitivité, qui était ensuite son ministre de l'économie, c'était quand même Emmanuel Macron, pas Benoît Hamon. Et donc, c'est lui qui se la récupère. Et puis, la deuxième patate chaude, c'est qui va ouvertement aller dézinguer François Fillon, puisque à droite, personne ne s'en cache. Vraiment, il ne pense plus qu'il soit en l'état, d'une part, de gagner, et d'autre part, surtout, parce que c'est la vraie question, de gouverner quand bien même il gagnerait. Et donc, mais personne ne veut être Brutus, personne ne veut être à François Fillon, ce que Manuel Valls, finalement, a été à François Hollande, avec le bienfait que ça lui a produit. Marie-Canne, si on revient à la candidature de Benoît Hamon, on observe une forte hausse, on le disait justement, du candidat socialiste à la présidentielle. Ça, c'était peut-être pas forcément prévisible? C'était prévisible au moins en partie, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'après une primaire, on observe une dynamique en faveur du candidat désigné, et cette dynamique, on la retrouve. Il y a aussi, finalement, il y a de la mécanique aussi, en tout cas de la mécanique des fluides aussi, qui explique cette hausse de Benoît Hamon, c'est que Benoît Hamon, il récupère sur son nom les électeurs de François Hollande qui étaient tentés par un vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à présent. Et on le voit très bien. Il y a encore un mois, on avait en gros près d'un cinquième à un quart des électeurs de François Hollande en 2012 qui nous donnaient une intention de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, ils sont plus que 5%. Donc on voit bien que le positionnement politique, la social-écologie incarnée par Benoît Hamon, lui permet de récupérer ceux qui étaient tentés effectivement de partir sur la gauche de la gauche. Maintenant, la difficulté de Benoît Hamon, c'est de réussir justement à faire la synthèse au sein de l'électorat socialiste. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé à l'occasion de cette primaire et dans notre enquête d'intention de vote, c'est qu'on voit qu'on a un électorat socialiste qui est fracturé aujourd'hui en deux camps quasiment égaux. Les électeurs socialistes qui se sont déplacés dimanche dernier pour le second tour, ceux qui se disent sympathisants socialistes, en gros, Manuel Valls, Benoît Hamon, c'est du 50-50. Et donc, il s'est extrêmement partagé. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui en termes d'intention de vote, les sympathisants socialistes ou les électeurs de François Hollande à la présidentielle en 2012, vous en avez en gros 4 sur 10 qui votent, qui déclarent une intention de voter en faveur de Benoît Hamon, et vous en avez quasiment autant qui se prononcent en faveur d'Emmanuel Macron. Et donc tout le défi de Benoît Hamon, il est là. Comment réussir à faire la synthèse sur la base de la social-écologie, mais en trouvant les compromis nécessaires s'il souhaite accéder au second tour de la présidentielle. Mais vous avez raison. Benoît Hamon a été plus élu par l'électorat de gauche que par l'électorat socialiste. Donc là, c'est ça le problème. Il faut qu'il trouve... Mais tout le monde est sur un fil dans cette campagne. Oui. Emmanuel Macron est sur un fil aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il verse d'un côté ou de l'autre. Et Benoît Hamon va se retrouver sur un fil aussi, parce qu'il faut qu'il trouve une voie médiane et qui rende... Il a dit cette belle formule, il faut un avenir souhaitable. Maintenant, il faut un avenir aussi crédible. Donc il faut qu'il fasse les deux. Mais c'est pour ça que vraiment cette élection présidentielle, dans les semaines qui viennent, on verra encore des fluctuations, les rapports de force vont changer et les choses ne se cristalliseront vraiment qu'à la veille du premier tour. Un indicateur extrêmement important dans le sondage ELAB d'hier, au-delà de l'ordre d'arrivée des uns et des autres, quand on regarde la candidature d'Emmanuel Macron, 48% des gens qui disent qu'ils pourraient voter pour Emmanuel Macron disent aussi qu'ils pourraient encore changer d'avis d'ici l'élection présidentielle. Donc il y a toujours eu une malédiction du centre
centrisme, parce que précisément, par définition, le centre peut attirer des électeurs qui viennent aussi bien de la gauche que de la droite, mais c'est aussi extrêmement volatile. Et pourtant, on remercie dans le sondage Elab, Marine Le Pen toujours en tête, quels que soient les candidats au premier tour, battue par Emmanuel Macron, 65 à 35%. Alors que François Fillon ne serait crédité que de 59% des intentions de vote contre 41% pour Marine Le Pen. On n'en a pas beaucoup parlé encore de Marine Le Pen. Comment elle se positionne selon vous ? Écoutez, c'est ce que j'allais dire, on ne parle pas on n'en parle pas assez parce que c'est quand même, une fois de plus, dans les situations de chaos, j'allais dire institutionnel, moral et politique. Mais elle n'est pas épargnée non plus par les affaires. On voit bien les affaires d'assistants au Parlement européen, ça ne la touche moins. D'abord, il y a une moindre médiatisation là-dessus. Ensuite, notamment parce qu'on s'occupe beaucoup de Fillon et de la primaire à gauche, d'un point de vue strictement des règles médiatiques. Et puis, j'allais dire que dans le Front National, il y a une vieille tradition depuis longtemps de crier au complot, aux dénonciations. Donc, du coup, ils sont dans un registre qui est assez simple, qui est de dire c'est encore un coup du système pour essayer de nous empêcher, etc. Moi, je me souviens de Jean-Marie Le Pen qui avait eu droit à 1 minute de temps d'antenne parce qu'il n'avait aucun député, rien aux élections présidentielles de 88, et qui s'était présenté bâillonné et ficelé comme un saucisson en disant, vous voyez, on nous empêche de parler. Et en le plus, CSA vient de prendre une décision équivalente hier, en refusant plus de temps d'antenne au Front National, en refusant de considérer malgré tout qu'on peut le déplorer autant qu'on veut. Ils sont quand même le premier parti. Et du coup, ils sont dans une stratégie de victimisation. Donc, et après, il est évident, d'ailleurs, une partie des électeurs de François Fillon qui seraient prêts à partir du côté de Marine Le Pen, dans ceux parce que, justement, François Fillon incarnait, sur un certain point de vue, qui était le côté rigueur, donc conservatrice, morale, valeur morale et honnêteté, puisque justement une partie des électeurs du Front National dénonce la classe politique, le système, la supposée corruption, etc. Elle aussi, elle tire les marrons du feu si François Fillon est parfaitement affaibli. Et de ce point de vue, si c'était Alain Juppé, il y a fort à parier qu'il y a certains électeurs qui étaient prêts à voter François Fillon qui se poseraient sérieusement la question entre Juppé et le Front National. C'est le vrai problème de la droite, c'est que François Fillon, d'une certaine manière, était le seul à pouvoir maintenir l'unité de la droite. On avait très bien compris que si c'était Nicolas Sarkozy, il y avait un François Bayrou fort et ou une aile centriste qui se détachait. Si c'était Alain Juppé, il y avait la droite hors les murs, tout le pôle Villiers, Buisson, etc. Fillon était le seul à pouvoir... Mais c'est intéressant parce que d'où viennent les coups, qui les instrumentalisent, ceux qui avaient le projet de la faire exploser, la droite, là, ils ont à nouveau l'occasion. Eh bien, merci Jean-Sébastien Ferjou, merci Arnaud, merci Yves Marican, merci Alain Bergogneau d'avoir été les invités de Sénat 360. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est à 22h avec Sonia Mabrouk et ses invités. On va plus loin, votre émission. Bonne soirée à tous.